Mes chers amis golfeurs, bonjour et bienvenue pour une 5e vidéo sur la thématique du wedging. Et là, on va rentrer dans le concret aujourd'hui, puisque je suis à mon atelier et j'ai 5 wedges à monter ce matin, aujourd'hui. Alors il y en a 3, c'est ce que j'appelle du rétrofitting, c'est-à-dire que j'ai vu un golfeur il y a une semaine à peu près, si je ne m'abuse. Donc ce sont des Titleist Vokey, donc 50, 54, 58. Donc rétrofitting, pour ceux qui découvrent, qui ne connaissent pas le terme, eh c'est tout simplement, lors d'un fitting, se rendre compte qu'il est tout à fait judicieux de garder les têtes du golfeur, qui sont en très bon état, et non seulement en bon état, mais qui sont parfaitement adaptés à son jeu, et que par contre, il serait opportun de changer d'autres paramètres de ce club, à savoir le shaft. Je vous en parlerai dans 2 minutes. Ici, je vais effectivement remplacer les shafts sur ces wedges. On va aussi pouvoir jouer sur la longueur des clubs. Ça aussi, je vous en parlerai plus en détail tout à l'heure. On peut jouer bien sûr sur le changement des grippes. On peut jouer sur le poids en tête qui est extrêmement important pour tous les clubs, mais en particulier, je pense, sur les wedges, où il faut être très attentif à cette notion de swing weight ou de moment d'inertie, enfin bref, de sensation de poids en tête pour ces approches autour du green. Il peut y avoir des grandes différences de golfeur à golfeur. Enfin bref, donc le rétrofitting, c'est ça. C'est partir d'un existant, à savoir une tête, bien sûr le golfeur, et essayer de lui trouver un optimum en changeant certains paramètres. Évidemment, on le regardera ensuite, vérifier les lofts, regarder les lies, bref, essayer de produire un club de niveau professionnel à un joueur amateur. Donc ça, c'est le rétrofitting. Et puis, plus classiquement, j'ai des clubs neufs à monter. Ici, donc, j'ai 2 Vega Alcor. Donc, c'est des wedges que je joue personnellement et que j'aime beaucoup. Voilà, qui ont été forgés au Japon. Alors, je suis ici pas du tout pour débattre de Vega versus Titleist, hein. Pas du tout, c'est pas ma philosophie de débattre de ce genre de thématique. Il y aurait bien sûr des choses à dire, mais j'ai un grand respect pour Titleist et pour son designer qui s'appelle Bob Vokey, qui est assez âgé, mais que l'on voit sur YouTube encore faire des fittings, ou en tout cas donner des conseils à des joueurs professionnels par rapport à leur wedge. Donc c'est quelqu'un d'extrêmement respectable, qui fait des très beaux produits et qui offre une grande palette d'options. Et Vega, qui est une marque japonaise qui donc fait des têtes à la main en de bien plus petites quantités, comme toutes les marques avec lesquelles je travaille, avec un sens de la finition et du détail exceptionnel. Voilà ce que je peux vous dire. Bien sûr, ce sont aussi des matériaux différents. Vega, ici, en l'occurrence, Vega ne fait que du forgé, encore une fois, à la main. C'est ce qu'on appelle de l'acier carbone S25C. Si vous êtes intéressé d'ailleurs pour voir comment on forge des têtes de fer à la main, et notamment des wedges, eh bien, il y a une petite vidéo sur ma chaîne, fabrication de têtes Vega, et vous verrez le processus qui est assez bluffant, de voir effectivement le nombre d'ouvriers déjà que cela représente pour finir une tête Vega, de nombreux ouvriers. Donc ça c'est très intéressant. Et puis bon, Titleist ici, on a affaire à un matériau qui est beaucoup plus dur, c'est du moulé. Et c'est sûr que je vous parlais de loft et de lie tout à l'heure. En tant que clubmaker, lorsque je dois retoucher des lofts et des lies de fer ou de wedge, il est évident qu'entre du forgé acier carbone extrêmement doux et du moulé relativement dur, la tâche n'est pas la même. Voilà, donc ça c'est là que se situe la différence finalement, fondamentalement. C'est-à-dire qu'une tête Vega,
le 58, je peux le transformer en 50 degrés sans problème. Une simple pression et boum, 8 degrés. C'est bluffant. Alors que, effectivement, du moulé, si je peux faire 1 ou 2 degrés, ça sera le bout du monde. Donc c'est voilà, la différence pour moi, elle s'arrête là. Après, en termes d'adaptation du produit au golfeur, il n'y a rien à dire. On a ici d'excellentes têtes qui vont pouvoir convenir à un grand nombre de golfeurs. Voilà. Alors ici, donc, je vais commencer par ces trois vokés. Alors la première chose que je fais après avoir démonté des têtes, ben, c'est de les peser. C'est de les peser. Et ici, on va se rendre compte tout de suite de certaines choses. Alors si je prends ici le 50 degrés, par exemple, il pèse 293,3 grammes. Donc c'est une tête plutôt légère. Si je prends le 54, il pèse 303,3 grammes. Et si je prends le 58, il pèse 304 grammes. Donc on a le 54 et le 58 qui vont être très 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 proches et donc relativement faciles à monter. Je vous dirai ce que j'entends par facile à monter dans une seconde. Et le 50 qui risque de poser peut-être problème. Alors pourquoi poser problème? Parce que ma philosophie, depuis pas mal de temps, est de construire des wedges à la même taille. Et cette philosophie, elle est venue progressivement quand même de la compréhension de l'intérêt d'avoir des wedges à taille constante. Alors on parle beaucoup des fers à taille constante, mais je me suis toujours posé la question, pourquoi avoir des wedges qui n'auraient pas la même taille? Puisqu'après tout, ce sont des outils qui vont quand même servir, dans la très grande majorité des cas, qui vont servir à exécuter la même tâche, si ce n'est que le loft va changer ou le bounce, etc. Mais en termes de longueur et d'équilibrage, j'ai toujours cru que ce serait quand même mieux d'avoir des wedges de la même longueur. Et j'en ai eu quelque part la preuve, et c'est assez curieux que je sois tombé dessus, parce que j'ai cette règle depuis 9 ans dans mon atelier. C'est une vieille règle de chez Goldsmith qui permet de mesurer la longueur des clubs. Et il n'y a pas plus tard que 3 semaines, en regardant les spécifications de l'époque, c'est-à-dire les longueurs recommandées pour les clubs à cette époque, dans les années 80, ben, je me suis rendu compte de 3 choses. Je me suis rendu compte que la longueur des fers n'a pas évolué depuis les années 80, puisqu'on a toujours un standard de fer 7 à 37 inches, donc ça n'a pas changé. Par contre, on se rend compte que les bois ont été considérablement rallongés aujourd'hui par rapport à cette époque-là, puisque si on prend c'est un peu effacé, mais si on prend le driver, le One Wood, eh bien le standard de l'époque, dans les années 80, c'était 43 inches, sachant que c'est le standard aujourd'hui d'un bois 3. Donc il faut bien comprendre que Ben Hogan et Jack Nicklaus, par exemple, jouaient des drivers de cette longueur de 43 pouces. Et ensuite, dernière chose à constater, c'est que justement sur les wedges, on s'aperçoit qu'à partir du fer 9, eh bien la taille ne bouge pas. On reste à 36 pouces, 36 inches. Donc, ça m'a interpellé parce que je me suis dit, mince, j'avais cette règle sous les yeux depuis 9 ans et je ne tombe dessus que maintenant. Et ça ne fait que corroborer ce que j'avais fini par penser, que c'est du bon sens d'avoir des wedges de la même longueur. Donc si les wedges doivent être de la même longueur, on va aussi chercher à les mettre d'un point de vue de swing weight et de MOI au même poids. Et donc c'est là qu'ici, ça va être intéressant d'essayer de les homogénéiser. Et donc avec un gap wedge ici de 50 degrés qui pèse 10 grammes de moins ou 12 grammes de moins que le 54 et le 58, ça va être faisable, mais difficile. Alors c'est ce qu'on va essayer de faire. Alors nos 3 wedges vokés sont en train de sécher. Et puis, je suis tombé sur ce vieux wedge. Je pense que je ferai une vidéo entière sur celui-là. Un vieux wedge de je ne sais pas quelle année, quelle époque, que j'ai récupéré, qui a été forgé en Écosse. Enfin bref, qui date du début du XXe siècle, je pense. Et je me suis amusé à le mesurer. Eh bien, je vous parlais du fait que dans les années 80, les wedges faisaient 36 pouces. Ben, je l'ai mesuré, 36 pouces. Et ça va au-delà de ça. Il a un swing weight de D5 et un loft de 45 degrés, ce wedge. Alors à l'époque, on ne parlait pas de wedge, on parlait de niblick. Un niblick. Enfin bref, je ferai une vidéo entière sur ce niblick que j'ai jamais eu le temps d'essayer pour voir un peu ce que ça donne. Alors,
Trêve de plaisanterie. Les bokeh sont en train de sécher. Là, je m'attaque au Vega. C'est deux Alcor, 58-52. Et ici, bon, je vais vous présenter les shafts que je vais monter dessus, puisque je vous disais en introduction qu'un rétrofitting, ou ici en l'occurrence des têtes neuves, hein, j'ai décidé de les monter sur ces shafts-là, qui sont sortis récemment. Alors, c'est une marque japonaise qui est très peu connue, qui s'appelle Shimada, qui est fabriquée au Japon. Ici, j'ai un modèle qui s'appelle le Nine, et comme son nom l'indique, il pèse précisément 90 grammes, qui est un poids qui, je trouve, personnellement encore, c'est le shaft que je joue, parce qu'au-delà, c'est trop lourd pour moi. Et donc, c'est un shaft qui me semble pas mal pour un grand nombre de golfeurs qui ont passé la quarantaine et qui cherchent à jouer des wedges, alors, je dirais, un petit peu plus faciles, un petit peu plus légers, tout en gardant une certaine rigidité. Alors, deux mots sur Shimada. Donc, je vous le disais, c'est une entreprise peu connue. C'est une PME qui fabrique des shafts donc au Japon. Et il y a, si vous voulez, pour schématiser aujourd'hui, vous avez deux fabricants de shafts acier au Japon. C'est Nippon qui est extrêmement connu, et puis Shimada. Voilà. Donc c'est vrai que ces deux entreprises proposent encore une fois, un grand choix de shafts, de produits, en poids, en flex, en CPM, en profil de shaft. Donc je ne rentrerai pas dans ce détail-là aujourd'hui, mais voilà, je tenais juste à vous présenter cette marque que peu de golfeurs français connaissent, je pense, et qui est de très très grande qualité. Alors, là aussi, c'est une question qu'on me pose parfois. Finalement, qu'est-ce qu'un shaft de qualité? À mon niveau de clubmaker, à un niveau purement produit, je dirais qu'après 9 ans de clubmaking et donc de fabrication de centaines de clubs et d'utilisation de centaines de shafts différents, un shaft de qualité, pour moi, bien sûr, évidemment, c'est un shaft qui correspond au golfeur. Ça, c'est la base, c'est le fitting. Mais en termes de club making, un bon shaft de qualité, c'est un shaft qui va être consistant en termes de poids et consistant en termes de fréquence et donc justement de répartition de rigidité. Voilà. Alors ici, je ne citerai pas de marque, c'est pas du tout le but, mais je dirais qu'il y a, oui, il y a des écarts assez importants de fabricant à fabricant en termes de consistance, de poids et de fréquence, de CPM. Et ici, bon oui, je ne peux que vous dire que Shimada propose des shafts d'une consistance extrême. Vraiment, c'est de la très 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 belle qualité. Voilà. Bien, nous voici à la dernière étape de finition, je dirais, de ces wedges. Je les ai montés, ils sont collés. Je suis content parce que ils ont tous le même swing weight et ils ont le swing weight qui avait été prévu lors du fitting, à savoir D7 pour les Titleist par exemple. Encore une fois, cette histoire de même longueur, même poids, même équilibre, auquel je suis très attaché. Et ici, donc, je suis en train de mesurer, de vérifier les lofts de chacun de ces wedges. Et c'est là que l'on se rend compte, très 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 souvent, et ça sera vraiment le dernier message que je vous ferai passer dans cette vidéo, on se rend compte que lorsqu'on mesure le loft de n'importe quel club, mais les wedges en particulier, qui sont des outils de précision, ici, si je prends le 50 degrés de chez Titleist, on se rend compte qu'en réalité, il ne fait que 47 degrés de loft. Je ne pense pas que ce club ait été trafiqué par mon golfeur, je lui poserai quand même la question. Mais bref, on a 3 degrés de loft d'écart par rapport à ce qui est indiqué sur la semelle. Donc ça, c'est important à prendre en considération. Et ici, le message à faire passer, c'est que je ne me lance pas du tout je ne suis pas en train de vous dire que les Titleist sont de mauvaise qualité, absolument pas. Je le dis et je le répète, ce sont d'excellents wedges. Depuis que je fais ce métier de clubmaker, toutes marques confondues, on se rend compte qu'il y a, malheureusement, c'est le monde dans lequel on vit actuellement en tout cas, il y a malheureusement des écarts parfois assez grands entre ce qui est indiqué sur la semelle ou sur le tableau internet du fabricant et puis la réalité. Tout simplement parce que la grande majorité des clubs sont fabriqués dans des quantités extrêmement importantes. Ici, on parle de millions de têtes qui ont été fabriquées. Et il n'y a personne en bout de chaîne pour vérifier le lie, le loft, etc. Donc, et c'est du moulé. Donc le moulé, par définition, c'est de l'acier qui est injecté dans un moule.
Donc, il n'y a pas de vérification en bout de chaîne pour ces grandes entreprises. Donc, voilà, je dirais que c'est un petit peu au petit bonheur la chance, hein. Il m'arrive de mesurer des wedges qui ont des specs parfaites, mais la plupart du temps, et encore une fois, toutes marques confondues, il peut y avoir des petits, voire des grands écarts. Ici, 3 degrés de loft sur un wedge, oui, je considère ça comme un écart assez important qu'il va falloir que je signale à mon golfeur. Et ensuite, on va prendre une décision, savoir si je torse le loft de ce club ou s'il veut le laisser tel quel. Et encore une fois, c'est du moulé, donc je vais pouvoir le tordre au maximum 1,5 ou 2 degrés. Donc je vais le transformer en 49 degrés au mieux. Voilà, donc ça c'est à prendre en considération. Moi je me souviens, parenthèse, mais c'est vrai que ça avait été une des premières choses qui m'avait marqué quand j'ai commencé ce métier et qu'avant j'étais golfeur. Je me souviens, j'avais 2 wedges dans mon sac, un 56 et un 60, et je ne comprenais pas pourquoi je faisais la même distance avec ces 2 wedges. Et quand je me suis installé dans mon atelier, bah, les premiers clubs que j'ai regardés, bah, c'était mes propres clubs, et j'ai réalisé que mon 56 faisait 58 et mon 60 faisait 58. J'avais la réponse toute bête à ma question, qui me taraudait depuis longtemps. Pourquoi j'ai la même distance avec ces 2 clubs? J'avais la réponse. 2 wedges avec 2 lofts identiques. Donc, tout ça pour vous dire que il faut être prudent, il faut être vigilant, que ça peut être très intéressant de faire vérifier ces lofts et ces lies régulièrement auprès d'un professionnel. Je sais que les très bons joueurs le font, les pros le font au moins une fois par an. Parce que ça peut bouger aussi en fonction de la quantité de balles que vous tapez avec. Donc oui, c'est quelque chose à ne pas négliger, parce qu'encore une fois, partant du principe qu'un club de golf, c'est une somme de petits détails, eh bien, il faut quand même faire en sorte que ces détails, justement, soient faits le mieux possible. Voilà. Voilà le message que je voulais vous faire passer par rapport à ça. Voilà. Donc en tout cas, j'espère que cette 5e vidéo sur le wedging vous aura intéressé. Je pense qu'il y en aura d'autres. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les communiquer, puisque là, vous l'avez compris, avec ce confinement, je vais avoir beaucoup de temps pour y répondre. Donc ce sera un plaisir de partager, d'échanger avec vous sur le matériel de golf en général, et ici particulièrement sur les wedges. Voilà. Merci et à très bientôt.